Le mouvement d'un animal, c'est une véritable merveille de précision, de coordination. Pensez-y, chaque saut, chaque pas, le moindre geste. Mais comment est-ce que le cerveau arrive à diriger un orchestre aussi complexe? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Oui, la question de départ, elle est fascinante. Comment une simple intention, une pensée qui nous traverse l'esprit, se traduit concrètement en un mouvement fluide et coordonné? Eh bien, pour comprendre ça, il faut imaginer le cerveau non pas avec un seul, mais avec deux chefs d'orchestre. Exactement. Pour obtenir toute la palette des mouvements, des grands élans jusqu'aux détails les plus infimes, il faut l'intervention de deux systèmes bien distincts. Deux chefs d'orchestre qui, comme on va le voir, ont des styles radicalement différents, mais qui sont surtout parfaitement complémentaires. Allez, c'est parti. Rencontrons le premier maestro. Lui, c'est le spécialiste des actions volontaires, des actions détaillées, celles qui demandent de la concentration et une sacrée précision. On l'appelle le système pyramidal. Alors, ce système pyramidal, à quoi il sert concrètement? Son rôle, c'est de gérer les mouvements fins, les mouvements habiles. Pensez à l'agilité qu'il faut pour enfiler un fil dans une aiguille ou à la précision incroyable dans les doigts d'un pianiste. Ce sont toutes ces actions qui exigent une commande consciente, directe. Et ce qui est vraiment incroyable avec ce système, c'est son trajet. C'est une véritable autoroute. Les fibres nerveuses, elles partent du cortex, elles descendent tout droit, sans faire d'arrêt, sans ce qu'on appelle de synapse, c'est-à-dire sans connexion ou relais, et elles vont directement jusqu'à la moelle épinière pour donner leurs ordres. Une efficacité maximale, quoi. On voit très bien ce chemin direct sur ce schéma. Mais regardez bien ce détail fascinant. La plupart des fibres se croisent à un point bien précis, le bulbe rachidien, qui est juste à la base du cerveau. Et c'est exactement pour ça que le côté gauche de notre cerveau contrôle le côté droit de notre corps et inversement. Bien sûr, l'évolution a façonné ce système différemment d'une espèce à l'autre. Chez les primates, par exemple, il est hyper développé pour permettre de manipuler des objets de façon très complexe. Chez la plupart des animaux domestiques qui n'ont pas vraiment ce besoin, il va plutôt se concentrer sur le contrôle de la mâchoire, des lèvres ou du visage. Bon, on a vu le premier chef, le soliste virtuose. Passons maintenant au deuxième. Lui, c'est le maître du rythme, de l'harmonie de fond. Il s'occupe des mouvements plus larges, plus automatiques. C'est le système extrapyramidal. Parce que, et réfléchissons-y 2 secondes, pour qu'un pianiste puisse jouer sa partition, il faut d'abord qu'il soit assis de manière stable sur son tabouret, non? Qui s'occupe de cette stabilité, de l'équilibre, du simple fait de se tenir debout sans même y penser? C'est précisément là que notre deuxième chef d'orchestre entre en scène. Et là, contrairement à l'autoroute directe du système pyramidal, on a affaire à un réseau bien plus complexe. Ça implique de multiples relais dans plein de zones différentes du cerveau, comme on le voit ici. C'est une voie indirecte, multisynaptique, ça veut dire qu'elle fait plein d'arrêts, plein de relais pour ajuster et moduler le mouvement en permanence. Au cœur de ce réseau, on trouve les ganglions de la base. Il faut voir ça comme une énorme gare de triage, où les signaux moteurs sont traités, filtrés, redirigés pour que tout soit fluide. C'est aussi là qu'est produite la dopamine, un messager chimique essentiel pour des mouvements souples. C'est d'ailleurs son manque qui est à l'origine de la maladie de Parkinson. Et juste pour bien se rendre compte à quel point ce système est distribué, voilà un autre de ses composants cruciaux, le noyau rouge. Chaque noyau dans ce grand réseau a un rôle bien spécifique dans la modulation du tonus musculaire, de la posture, des mouvements automatiques. Cette idée résume parfaitement son importance. C'est un système qui est, d'un point de vue de l'évolution, beaucoup plus ancien. C'est la base, en quelque sorte, sur laquelle des fonctions plus récentes sont venues se construire. Et pour les animaux domestiques, qui font moins de manipulations fines, c'est vraiment le système moteur principal. Ok, maintenant qu'on a fait connaissance avec nos deux chefs d'orchestre, mettons-les face à face. Ça va nous permettre de bien saisir leurs différences et surtout leurs spécialités. S'il y a une image simple à retenir pour bien les différencier, c'est celle-là. Le système pyramidal, c'est l'autoroute express qui relie le centre de commandement à la périphérie. Et le système extrapyramidal, lui, c'est plutôt le réseau de routes secondaires avec plein de carrefours pour affiner le trafic en permanence. Ce tableau, il synthétise tout ça de manière hyper claire. Regardons point par point. D'abord, l'origine. Le cortex cérébral pour le pyramidal contre le tronc cérébral pour l'extrapyramidal. Ensuite, la voie. Directe et super rapide d'un côté contre multisynaptique avec tous ses relais de l'autre. La fonction, le mouvement fin et volontaire contre le mouvement plus grossier et la posture. Et enfin, l'évolution, un système plus récent, plus spécialisé contre un système plus ancien et fondamental. Mais attention, l'erreur serait de les opposer. Ils ne sont pas du tout en compétition. Bien au contraire. Le vrai secret d'un mouvement parfait, c'est leur collaboration. L'orchestre a absolument besoin de ces deux chefs pour jouer juste.
Voilà, c'est peut-être la plus belle image pour résumer leur travail d'équipe. Le système extra-pyramidal, lui, prépare la toile. Il assure une posture stable, un équilibre solide. Et c'est seulement sur cette base que le système pyramidal peut venir peindre les détails les plus fins, exécuter le geste précis et délicat. Donc au final, on comprend bien que la véritable maîtrise du mouvement, la vraie magie, elle n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Elle naît de leur intégration parfaite. C'est la somme des deux qui produit la symphonie complète, ce mouvement fluide, intentionnel et adapté qu'on observe tous les jours. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu plus philosophique peut-être. Si le développement d'un contrôle moteur de plus en plus fin est lié à des fonctions cérébrales plus récentes, qu'est-ce que ça nous dit sur l'émergence de la conscience elle-même ? Est-ce que la capacité à manipuler le monde n'est pas, au fond, intimement liée à notre capacité à le penser ?